les séminaires Sketching, Scripting Women, qui sont soutenus par le Centre d'études de la littérature contemporaine des femmes, dont le second est reçu aujourd'hui par Hewlett, l'Institut de l'Université de Londres à Paris, ont été créés pour souligner un élément clé dans l'industrie de la bande dessinée contemporaine qui ne reçoit toujours pas l'attention qu'il mérite. Je crois que tu es d'accord avec moi. Les bandes dessinées créées par les artistes femmes. Pour notre première rencontre d'artistes, nous avions accueilli Dominique Goblet à Londres. Ce soir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Joanna Schipper, créatrice et traductrice de bande dessinée, lauréate du premier prix Artemisia de la bande dessinée féminine, donc vrai Leading Women, pour son œuvre Nos âmes sauvages, membre du collectif des créatrices de la bande dessinée contre le sexisme. Joanna parlera aujourd'hui de son travail dans le médium et abordera la question bande dessinée et féminisme, comment l'auto-représentation bouscule les codes du genre. Joanna Schipper. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi pour cette invitation. Je m'excuse par avance de faire la conférence en français. J'espère que ça sera bien compréhensible pour tout le monde. Et voilà, donc j'ai choisi ce thème donc, en concertation avec Catherine. Et j'avais envie donc, de parler en fait de la question féministe et évidemment, cette question qui nous est souvent posée, qui est encore beaucoup traitée, on va dire, et agite le microcosme, c'est-à-dire la place des femmes dans la bande dessinée, via la question de l'autoreprésentation, et à travers l'autoreprésentation, la représentation des personnages féminins. C'est un thème central, dans mon travail, puisque j'ai fait pas mal de choses autobiographique ou proche, c'est-à-dire autofictionnel, pas directement autobiographique mais autofictionnel. Et donc ça me semblait intéressant aussi pour moi, et donc aussi à ce titre-là, je remercie vraiment l'Institut de Londres, de l'Université de Londres, je ne sais pas si je le dis bien, de son invitation, puisque c'est à chaque fois une occasion de se replonger dans son propre travail. Et là aussi, j'ai fait à nouveau quelques découvertes et donc c'était également pour moi très passionnant en fait de revoir un petit peu tout mon travail sur cette grille-là de lecture. Ma présentation, elle va être en 3 parties. Les 3 parties vont venir. Je vais faire une introduction que je vais d'abord lire, qui sera donc un peu plus solennelle, pour un petit peu expliciter ce que j'entends par code de genre et à travers le titre. Ça c'est la première chose, et puis ensuite donc sur les 3 parties, je vais plutôt commenter des images que j'ai organisé sur des thèmes particuliers. Alors, de quel code de genre parle-t-on? Le titre peut s'avérer trompeur. Il ne s'agit pas ici de parler de l'autoreprésentation en général dans la bande dessinée, donc ça je vous l'ai déjà précisé, mais plutôt de la manière dont j'ai pu et je continue de me représenter dans mes bandes dessinées, sous la forme d'un ou de plusieurs personnages. Le « je », en bande dessinée, est toujours un ou une autre, puisque c'est une figure, une marionnette. C'est un je-personnage beaucoup plus qu'une voix. C'est une silhouette, c'est un dessin, une forme. Elle tend à être une forme dessinée dès lors que l'histoire que je raconte est destinée à s'adresser au plus grand nombre. Donc le jeu en bande dessinée est une mascotte, un avatar dessiné, dont les droits appartiennent à l'éditeur quand la propriété intellectuelle de l'œuvre lui a été rétrocédée. Cela n'est pas le cas pour le jeu littéraire. C'est d'ailleurs le personnage mascotte dessiné qui a longtemps donné mauvaise presse à la bande dessinée, jugée caricaturale dans la forme même de son expression.
La bande dessinée est un sous-genre de littérature et ses thèmes se confondent avec la littérature de genre. L'autofiction, qui pour les auteurs et les autrices de ma génération avait trouvé son expression la plus parfaite dans Maus de Art Spiegelman, ouvrait le champ à une nouvelle écriture. Mais si les histoires courtes que j'ai publiées dans les premiers numéros d'Ego Comics n'étaient pas à proprement parler écrites à la première personne, elles racontaient déjà qui j'étais à travers des récits métaphoriques de mes souvenirs. L'engouement autour de la vague autofictionnelle, renforcé par le succès de Marjane Satrapi dans Persépolis, avec Persépolis, a fait ensuite dire à l'un des grands défenseurs de la bande dessinée autobiographique et surtout du récit de rêve, j'y reviendrai, que l'autobiographie devenait, dans la bande dessinée, un genre. Dans la présentation de mon travail que je vais faire ici, la question du jeu dessiné se double d'une autre question, celle des stéréotypes sexistes dont j'ai pu, à mon insu, me faire écho, ou à l'inverse de ce qui a pu se révéler malgré moi. Si j'étais de la génération de mes étudiants actuels, c'est-à-dire si j'avais 25 ans aujourd'hui, je me définirais comme androgyne, 25 ans ou 20 ans, ça dépend, il y a une fourchette. Je me définirais plutôt comme androgyne ou non-binaire. Mais je me suis vécue jusqu'à maintenant comme une femme cisgenre et hétérosexuelle, généralement mal à l'aise avec ce qui recouvrait une prétendue féminité et cherchant plutôt la solitude et le célibat dans ma vie affective. Donc en fait, c'est vraiment les assignations de rôles de genre qui ont davantage forgé mon engagement féministe que les discriminations dont j'ai pu faire l'objet et dont je n'ai pas été toujours consciente dans mon milieu professionnel. C'est parce que j'ai souvent j'ai perdu ma phrase. Oui, j'ai désamorcé les situations de séduction, notamment plus jeune, en me maquillant peu, en ne jouant pas justement sur ma féminité, et laissant le minimum de prise aux situations ambiguës. À la fois par protection, mais aussi parce que le neutre me convenait davantage que le prétendu féminin. Au-delà de la question de l'identité de genre, ce qui m'intéresse dans la bande dessinée, c'est sa capacité à générer du sens via des répétitions de motifs, ou ce que William Burroughs appelle la stéréotypée ou l'autostéréotypie. Ce travail de réflexion autour de l'autostéréotypie s'est surtout développé dans mes récits de rêve en bande dessinée, et c'est ensuite cette réflexion que j'ai mis dans mon travail de plasticienne via le collectif Dean Wonder. Là, je parle un petit peu de mon actualité la plus récente. J'ai organisé donc le slideshow suivant une succession de thèmes qui recoupent avec des questions volontairement provocatrices. Je les ai choisies comme ça, puisqu'elles sont encore posées aujourd'hui aux autrices en général. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans la bande dessinée ? Y a-t-il des sujets plus féminins que masculins ? Et la bande dessinée est-elle machiste ? En conclusion, je finirai sur la question du double, de la mobilité dans les questions d'identité de genre et de la polymorphie, notamment à travers mon travail sur les rêves. Alors, c'est comment d'être une femme dans la bande dessinée ? Évidemment, avant d'être autrice, on est une lectrice. Et donc, ici, j'ai mis 4 exemples d'autrices qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont beaucoup forgé ma vocation, et dont, évidemment, j'ignorais complètement le fait qu'elles étaient des femmes, jusqu'à ce que je me penche moi-même sur la question de devenir une autrice de bande dessinée. Alors ici, vous avez un extrait de Chantal Montelier. Voilà, je pense que c'est une planche qui était publiée dans Métal Hurlant. Marie Tourtel, qui est une Anglaise,
avec le personnage de Rupert, l'ourson. Nicole Clavou, que je lisais dans Okapi, et évidemment la grande Tove Johnson, dont j'ai réutilisé le prénom pour un de mes personnages dans une série jeunesse que j'ai pu faire voilà, dans les années 2000. Quand j'ai commencé à publier dans la bande dessinée, et que j'avais des personnages féminins, principalement dans mes histoires, les éditeurs me disaient souvent, mais vous savez, nous on a un public masculin et les hommes ne lisent pas forcément des histoires avec des personnages féminins comme personnages principaux. Moi je suis une grande lectrice de bande dessinée, j'ai été passionnée par la bande dessinée et je me suis identifiée à Tintin. Et ça ne m'a pas causé de problème. J'ai mis une série de photos de moi, un petit peu à travers le temps. Ça commence, je pense, vers l'âge de 5 ans. Et c'est pour le mettre en comparaison avec une série de personnages qui me représentent dans mes différentes histoires et dont vous verrez ensuite un petit peu des extraits dans les images suivantes. Là, vous avez donc Nana, qui est le personnage de la série Les Fausses Fées, publiée chez Delcourt. C'était ma première série, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a ma première vraie histoire autobiographique, née quelque part, avec le personnage de Nadja. Ensuite, vous avez le personnage de Nina, que vous retrouvez ici, avec un personnage double, qui est un petit peu son alter ego, son subconscient, sa bonne amie, voilà. Je m'interroge encore un petit peu sur pourquoi est-ce que ce personnage est apparu dans cette histoire, mais bon. Là, on arrive dans d'autres histoires. Alors là, c'est pas forcément un récit autobiographique, j'y reviendrai. Ce personnage-là, pour le coup, n'a pas de nom particulier. Et puis, petit à petit, je vais aller vers le jeu, puisque là, c'est un récit de voyage dans le Grand Nord du Québec, qui a été publié dans la revue dessinée. Et ensuite, sur toute la rangée du bas, ce sont des avatars, des autoportraits de ma série de récits de rêve. Je n'ai pas surfé sur la vague autobiographique et j'en ai pour preuve un dessin que j'ai fait à 7 ans et demi, dans lequel je me représente ici en train de dessiner, avec une cicatrice au front. J'en étais très fière, j'étais tombée sur la tête quand j'avais à peu près 3 ans. Et je dessine un couple que je trouve assez étonnant parce que clairement, ce qui permet d'identifier, on va dire, le personnage masculin, c'est celui qui porte un chapeau. Mais sinon, ils portent tous les deux des robes, ils ont des cheveux longs. Et puis, ils ont aussi ces deux têtes qui se mélangent l'une l'autre. Et c'est vraiment cette idée du double et de la gémellité qu'on retrouve après. En tout cas, là, c'est vraiment des choses que je porte avec moi et qui ne sont pas du tout anticipées dans mes histoires les plus récentes. On me connaît jusqu'à aujourd'hui surtout pour ça. Ma présentation est assez chronologique, donc vous verrez, on va arriver vers la fin sur mes productions les plus actuelles, et notamment ce que j'ai fait en termes d'installation, donc on va dire mon côté plus plasticien. On me connaît surtout pour ça, puisque effectivement dans la bande dessinée, eh bien on va dire notre visibilité se fait principalement par la production et la publication en album et éventuellement dans des revues. Donc là, vous avez une décennie. Là,
On peut mettre un petit peu la revue dessinée de côté, puisque c'est une histoire d'une vingtaine de pages que j'ai publiée donc, dans cette revue. Et donc on a la première série jeunesse, 2000, 2001, 2002. Ensuite, mon premier roman graphique, autobiographique réellement, né quelque part. Les 6 signes, qui est une adaptation de conte de Grimm, d'un conte de Grimm, que j'ai fait clairement là pour faire plaisir à mon éditeur, Delcourt, juste avant que je ne parte de chez Delcourt pour rejoindre les éditions Futuropolis, et un album qui a un statut un petit peu particulier, qui a connu d'ailleurs une réédition. Là, vous avez la réédition, qui est une par une, qui est un album érotique, qui avait été publié d'abord par les éditions de l'An 2, dans une collection qui se voulait féministe, mais qui a été très très critiquée par les autrices elles-mêmes, qui s'appelait Très féminin, qui était une collection dédiée aux dessinatrices et autrices de bande dessinée. Si j'ai le temps, j'y reviendrai. Ensuite, donc, mon arrivée chez Futuropolis s'est faite par l'album Nos âmes sauvages, qui raconte un voyage en Haute-Amazonie, en Équateur, puis un diptyque, Le printemps refleurira. En fait, si on regarde ce qui est vraiment clairement autobiographique, on a ces deux-là, mais en réalité, les phosphés, Nés quelque part et Nos âmes sauvages, qui sont en fait 2 récits de voyage, et Le printemps refleurira, disent tous quelque chose sur mon histoire familiale. Et c'est là où cet exercice de préparation de la conférence a été pour moi super intéressant. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une progression des rapports personnels, interpersonnels, dans les différents albums. Et notamment, dans les phosphés, j'ai traité principalement la relation mère-fille, donc moi petite fille avec ma mère. Je reviendrai aussi sur les noms un petit peu plus tard parce que vous verrez, c'est ce que je vous disais aussi, le côté avatar fait que finalement j'ai donné des prénoms qui sont en fait des surnoms ou des prénoms, je vous raconterai des prénoms qu'on m'a donnés mais qui ne sont pas vraiment les miens, enfin qui ne sont pas Ioana, à mes personnages pour aussi qu'ils aient, on va dire, leur identité propre dans l'histoire. Ensuite, pour Né quelque part, c'était vraiment la question de l'identité. Qui suis-je? L'identité au sens large. Et pardon, d'ailleurs dans la vignette, vous voyez, ceci est mon histoire, l'histoire d'une fille qui porte le nom d'un roman. Et c'est le roman d'André Breton, Nadja. Ensuite, je dirais que Nos âmes sauvages, c'est toujours la poursuite de la quête d'identité, mais c'est plutôt l'autre qui est en moi. Qui est cet autre qui est en moi? Puis ensuite, dans Le printemps refleurira, c'est la question de la relation père-fils. Et c'est un moment aussi, quand j'ai fait cet album, j'avais 40 ans, j'avais un peu plus de 40 ans, et j'étais consciente que j'allais pas être, sans doute pas être mère, ne jamais avoir d'enfant. Et juste après, d'ailleurs, cet album, j'ai commencé à enseigner, et ça a été quelque chose qui était déjà latent chez moi, mais qui était vraiment une conscience du fait que la relation, on va dire, de transmission, pour moi, elle a plus à voir avec une transmission, on va dire, élective, une transmission de savoir, de connaissances, des transmissions intellectuelles, que vraiment l'idée de donner naissance physiquement à un enfant. Alors, y a-t-il des sujets plus féminins que masculins? Alors évidemment, voilà, c'est volontairement provocateur. En général, quand on vous pose ce genre de questions,
Voilà, on peut bugger assez longtemps. Je vous ai montré la série jeunesse Les Phosphés, mais avant la série jeunesse Les Phosphés, il y a eu une sorte de préhistoire de ce personnage de Nana, qui est ce personnage-là, qui n'est pas je, mais elle, vous voyez, elle est, voilà, la porte, et elle ouvrit la porte. Donc c'est un personnage qui se vit à la troisième personne, qui n'est même pas capable encore de porter une voix intérieure, et qui est ce petit fantôme, une petite fille qui, voilà, qui est un petit peu transparente, un petit peu évanescente. Et elle porte en fait le récit de mes cauchemars d'enfant. Voilà, vous avez la suite et la fin de cette histoire qui est un petit peu plus longue et qui a été publiée dans des magazines, dans des fanzines dans les années 90. Voilà, c'est toujours ce personnage. Et si je vous le montre, hein, c'est que c'est quelque chose qui est d'abord évidemment symptomatique de mon entrée, on va dire, dans la carrière d'autrice. J'avais envie de parler de ce personnage et quand j'ai commencé à raconter mes récits de rêves et mes récits de cauchemars d'enfants dans ces fanzines, je me suis heurtée. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de la difficulté, on va dire, de publier à cette époque-là des récits qui étaient portés par des héroïnes, mais évidemment, les enfants, c'était encore plus stigmatisant. Et donc, c'est grâce à la collection, on va dire, jeunesse de Delcourt, hein, qui a publié notamment Le Petit Vampire de Johann Sfar, que je me suis rendu compte qu'il y avait là un espace de liberté, puisque en fait, cette collection jeunesse n'était pas vraiment une collection tant destinée aux jeunes lecteurs qu'une possibilité offerte par Delcourt pour que des auteurs puissent faire du récit jeunesse en bande dessinée. Sauf que là, j'ai dû changer mon personnage et en faire, donc vraiment en faire une petite fille. Mais pour mettre en avant, on va dire, son côté garçon manqué, je l'ai mis en relation avec un autre personnage qui était ma meilleure amie de l'époque et qui, elle, était très jolie, voilà, une vraie petite fille comme on peut l'entendre. Et donc, très consciemment aussi, j'ai souhaité lui mettre un pyjama, à tel point que quand mon album est sorti et que j'ai fait des interventions scolaires, etc., il y a un petit garçon qui est venu me dire un jour, mais non, c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon, il porte un pyjama. Et puis, il a des aventures. Il grimpe aux arbres, il ou elle, enfin, grimpe aux arbres et fait des cabales. Et c'est là aussi où la question du dessin intervient. Ça, c'est un petit peu anecdotique, mais ce personnage a servi de mascotte un temps pour l'opération Pièce jaune. Il a fallu donc que je le redessine. Et en fait, plus on essaye de cerner une forme, plus justement, on rentre dans on va dire, une silhouette complètement composée, plus finalement on fige son caractère. Et la liberté aussi que m'offrait donc la technique que j'ai utilisée dans tous ces albums, hein, qui est la couleur directe, donc une technique assez picturale, m'a permis, parfois pas complètement comme je le souhaitais, mais m'a permis quand même de garder une certaine fluidité dans la caractérisation de mes personnages. Né quelque part raconte un voyage que j'ai fait de retour dans mon pays, dans le pays où je suis née, qui est Taïwan.
Et je me suis servie, effectivement, donc c'est de la quête d'identité, elle est à la fois à travers, on va dire, une culture dans laquelle j'ai baigné enfant, mais aussi une question qui est liée à cette question de nom, puisque ma mère aurait aimé m'appeler Nadja, voilà, en référence au roman d'André Breton, avant qu'elle ne se ravise et qu'elle décide avec mon père de m'appeler Johanna. Et donc, pour moi, à ce moment-là, je me suis rendu compte effectivement que j'avais besoin quand même de rentrer en dialogue avec mon personnage pour comprendre aussi ce qu'il allait me raconter. Donc, j'ai exploré en fait, à travers cette bande dessinée aussi, ses intentions parentales à mon encontre. Donc là, on retrouve évidemment la planche dans laquelle j'avais pioché ces images que je vous ai montrées tout à l'heure. Et ici, je parle en fait de la difficulté qui a été la mienne de représenter ma mère. On est à nouveau dans cette idée de recherche d'une justesse par rapport aux voix intérieures et par rapport au vécu intérieur que l'on, évidemment, que l'on interprète. Il y a quelque chose dans le dessinateur, la dessinatrice aussi, de l'acteur, c'est-à-dire que on va intérioriser en fait la vie des personnages qu'on représente. Et donc cet album est beaucoup construit sur des interviews que j'ai fait avec mes parents. Et en écoutant ma mère, qui était donc déjà une femme âgée, je me suis rendu compte que quand elle est partie à Taïwan avec mon père et qu'ils s'y sont installés, et voilà, et qu'ensuite, moi je suis née là-bas, elle avait exactement le même âge que quand moi j'étais en train de l'interviewer. Et donc, à ce moment-là, j'avais 35 ans, entre 30 et 35 ans, et parce que le projet a mûri pendant évidemment un certain temps, puis après il a fallu le réaliser, etc. Et donc, plutôt que d'essayer de trouver une forme à sa silhouette, à son visage, d'après les photographies, ce qui me semblait extrêmement fabriqué, j'ai préféré la représenter en fait telle que je l'entendais, telle que je vivais son témoignage, et donc je l'ai représentée avec mon visage, puisque finalement quand elle me parlait d'elle à mon âge, c'est moi que je voyais. La bande dessinée est-elle sexiste? Alors ça, tout à l'heure on l'a dit, je suis membre du collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme. J'avais mis quelques flyers, j'en ai pas beaucoup, mais bon, voilà. Et donc la question revient aussi assez souvent, qui est celle de savoir si les représentations, et notamment les représentations de femmes avec une grosse poitrine, etc., sont sexistes, et donc ça fait débat. Ça fait débat à l'intérieur de ce collectif, qui est un collectif non mixte. Et ça a fait débat aussi, là, je pense que tout le monde a suivi tout ce qu'il y a eu autour des pipelettes, c'est pas clairement de la bande dessinée, mais ces illustrations dans un manuel pédagogique pour les petites filles autour de la représentation, je me souviens plus, c'est autour de l'adolescence, des conseils autour de l'adolescence, etc. Et donc, est-ce qu'il faut émettre un avis sur la question des représentations? Pour l'instant, le collectif s'en est gardé, parce que d'abord, ça ne fait absolument pas unanimité, et que finalement, le débat que ça suggère à l'intérieur de notre groupe est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fructueux que le fait de commencer à émettre à l'extérieur des règles normées, puisqu'on retourne dans des questions de normes, et voilà. C'est une petite aparté. La bande dessinée est-elle sexiste? Évidemment, non, par définition, elle ne l'est pas. Ce sont des personnes qui peuvent éventuellement être sexistes, et puis on peut sur l'histoire en général, mais j'ai choisi donc quelques planches qui m'intéressaient particulièrement, notamment sur cette histoire de
de représentation, de comment est-ce qu'on représente certaines scènes, et aussi on va dire, d'une acceptation que l'on peut faire aussi tout à fait consciemment à l'adresse de certains lecteurs pour représenter certaines choses d'une certaine manière. Donc là, je me représente avec, on va dire, 2 hommes que j'ai fréquentés à l'époque, et il se trouve que pendant que je créais Nos âmes sauvages, pendant que j'étais sur cet album, je travaillais aussi sur une autre bande dessinée, qui est donc Une par une, dont je vous ai montré voilà, la couverture tout à l'heure, qui est une bande dessinée qui a été publiée d'abord aux éditions de l'An 2, et qui est une bande dessinée érotique, complètement fictive. Là aussi, c'est assez marrant parce que, bon, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je vois que l'heure tourne, mais j'avais déjà fait donc Né quelque part, Les fausses fées, etc. Et donc, clairement, ce qui était autobiographique était quand même assez identifiable, et Une par une était une fiction. Il n'y a qu'une histoire dans la première édition, qui est plus, on va dire, quelque chose qui est d'ailleurs absolument pas érotique pour le coup. C'est une introduction qui parle plutôt d'un état sentimental dans lequel j'étais et de certaines réflexions que je pouvais avoir à ce moment-là. Alors que quand cet album est sorti, beaucoup des lecteurs que je rencontrais sur les salons me disaient « Ah, c'est autobiographique !» parce qu'ils voulaient du croustillant, vous comprenez? Alors même que ça n'en avait, voilà, à part cette première histoire qui est une forme d'introduction, ça n'en avait absolument pas la teneur. Dans la réédition, j'ai rajouté une histoire en couleur, hein, dont vous verrez une page tout à l'heure, et que je mets donc en lien avec celle-ci, celle-là et puis celle qui suit, puisque je reprends en fait à peu près la même situation avec ce certain Pablo que je rencontre dans une soirée, et sauf que vous verrez, il y a vraiment les 2 facettes de l'histoire telle qu'on peut la raconter. Donc là, on est dans Nos âmes sauvages, donc je dirais j'y vais sans masque et sans pincettes. Aussi, pour rajouter quelques clés de compréhension, Nina est donc mon avatar ici, en rouge, et puis ensuite avec le pull rayé, enfin le haut rayé, et puis ensuite sur son lit. Et elle est amoureuse de cet homme-là, qui lui s'en fiche pas mal, hein, collectionne les femmes, et donc elle essaye un peu d'oublier voilà, son histoire avec lui en passant une nuit ou 2 avec ce Pablo. Elle n'arrive pas à tomber amoureuse de lui, et donc dans la discussion qu'elle a avec son ami, qui s'avère en fait une autre facette d'elle-même, c'est un personnage double que j'ai utilisé en fait pour vraiment mettre en jeu en fait tous les questionnements que je traversais à l'époque, et aussi cette idée voilà, de dédoublement et d'hésitation entre est-ce que je suis vraiment celle que je m'imagine être, ou est-ce que peut-être il y a une autre possibilité d'être moi-même. Cet autre personnage lui dit, mais écoute, voilà, pour oublier le Thierry en question, il faut multiplier des aventures. Sauf que elle n'arrive pas à tomber amoureuse de lui, et il s'avère être aussi un sacré macho. Dans Une par une, le récit érotique, voilà ce que ça donne. On est beaucoup plus dans la culture du viol. Le mec, elle veut partir. Il, quand même, la force un peu à se déshabiller. Et puis, finalement, elle dit, bon, j'aime bien ça.
C'est totalement assumé, mais ça vous montre quand même toutes les perspectives d'interprétation du vécu personnel selon les circonstances. Une par une, finalement, n'a pas plus trouvé son public que ça, et je pense que ça vient aussi beaucoup de ma façon de représenter les femmes, qui, on me l'a souvent dit, ne correspondent pas à des attendus. Voilà la page suivante dans Nos âmes sauvages. On revient à Nos âmes sauvages. Et ce dont je voulais parler aussi, c'est que dans cette histoire, qui est construite en fait temporellement comme une spirale, c'est-à-dire que je passe sur différentes périodes de ma vie, mais j'y passe sans faire forcément des flashbacks, mais en répétant en fait un certain nombre d'images. Ce sont des images un peu iconiques, des scènes un peu fixes, sur lesquelles je me permets de revenir en boucle pour repenser en fait à chaque fois ce qui s'est passé à ce moment-là. Et notamment l'image qui me représente moi-même assise sur mon lit, en lien avec donc, le fameux Thierry de l'histoire. Et dans la première version de Une par une, voilà, on retrouve ce personnage de Thierry qui pour le coup n'a pas de nom. Et voilà, c'est une autre version, mais qui à l'époque ne cherchait pas encore vraiment à séduire un public lambda de bande dessinée. La répétition, je vous en ai parlé. Je pense que cette planche-là, qui est vers la fin de Nos âmes sauvages, est celle qui le démontre le mieux. C'est quasiment comme une sorte de résumé en images des différents moments forts, des différents moments clés de toute l'histoire. À force de revenir sur certaines situations, on n'a même plus vraiment besoin de rajouter du texte. Il suffit simplement du rappel visuel pour que le lecteur se resitue dans la continuité du récit. Je passe assez rapidement sur Le printemps refleurira. Je vous avais dit tout à l'heure que c'était une histoire qui parlait de la relation père-fils. À mon époque, et pour les auteurs de ma génération, il y avait des choses qui se disaient, notamment sur la place des personnages féminins dans la bande dessinée. Et je me souviens très bien que notamment Enki Bilal, lorsqu'il a réalisé La femme piège, il disait à la presse que c'était quelque chose pour lui, une étape, on va dire, dans son parcours, que d'avoir un personnage féminin emblématique qui portait une histoire. Et qu'il lui fallait, en fait, une certaine maturité pour pouvoir se mettre dans la peau d'un personnage féminin. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais comme je me projetais aussi à travers ces carrières de grands auteurs me précédant, je m'étais figuré moi-même aussi qu'avant de pouvoir vraiment mettre en scène un personnage masculin comme héros, il me fallait de la maturité. Quand je revois mon travail, comme je l'ai fait pour cette conférence, je me dis que c'était peut-être pas complètement le cas et que ça avait peut-être plus à voir avec un cheminement intérieur, des rapports humains, des rapports interpersonnels, et que il m'a fallu en fait comprendre quelque chose sur ces rapports humains pour que la mise en scène, on va dire, de la relation père-fils puisse vraiment être, que je puisse vraiment me l'approprier. C'est une dernière planche de Le printemps refleurira.
On va conclure sur cette question de gémellité parce que voilà, il est bientôt l'heure des questions. J'ai commencé donc, à partir du moment où ça je ne l'ai pas précisé, à partir du moment où j'ai commencé à être enseignante à Angoulême, à l'École supérieure de l'image, donc en 2010, j'ai quitté donc un petit peu la production de bande dessinée pour le marché du livre et je me suis mise à faire un travail, on va dire, plus personnel, avec beaucoup moins d'enjeux, on va dire aussi, voilà, éditoriaux. Et notamment, j'ai ouvert un blog qui s'appelle L'Œil Livre. Et c'était donc quelque chose qui était déjà dans mon travail depuis longtemps, mais que j'ai vraiment pu explorer, commencer à explorer à ce moment-là. Et qui est donc un blog qui est dédié aux récits de rêve en bande dessinée. Et ce qui m'a intéressée, en fait, vraiment, au-delà du fait que c'est pour moi un moyen à la fois de vraiment travailler le dessin, de continuer à travailler l'autoreprésentation et aussi un travail réflexif sur mon monde intérieur, ça a été une façon d'explorer le langage de la bande dessinée et de continuer, et c'est vraiment, ça nourrit aussi mon travail, on va dire, plus théorique aujourd'hui, la question dont je parlais tout à l'heure, qui est de la formation du stéréotype et de la stéréotypie. L'autostéréotypie, la répétition de motifs. Et donc, évidemment, c'est très présent dans le rêve, puisque je pense que vous avez tous au moins eu souvenir d'un ou deux rêves que vous avez fait dans votre vie, et de la place, on va dire, de la répétition. Alors, il y a plusieurs écoles, et il y a notamment l'école de l'interprétation. Moi, c'est moins mon école, c'est pas tant l'interprétation qui m'intéresse, que de savoir comment ces images nous racontent, et comment est-ce qu'on finit par les investir. Rêver d'une maison, rêver d'un lieu particulier, d'un animal particulier, n'a pas de sens en soi. Il a du sens dans notre propre histoire et dans la manière dont on le fait revenir. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qui allait émerger de ces représentations pour voir effectivement les motifs qu'ils contenaient et éventuellement de pouvoir les réagencer et de voir comment est-ce que, dans un espèce de big data des images du rêve, il pouvait se former des nouvelles séquences et des nouveaux discours. Ça, je l'ai vu assez vite. La figure du double, elle est extrêmement présente. Là, on l'a à nouveau. Et là, vous avez à nouveau deux exemples de cette duplicité, de cette gémellité. Ce qui est aussi important à dire, c'est que ma façon de travailler, elle est très proche évidemment des récits de rêve aussi littéraires, c'est-à-dire que j'essaye de travailler le matériau le plus proche possible du moment, on va dire, du réveil, pour que les images soient les plus fraîches et les plus fortes. Et je ne cherche pas tant à représenter le détail que d'être dans l'exactitude de l'émotion. À ce moment-là, je ne vais pas forcément décider si je vais faire un dessin au trait ou si je vais utiliser de l'aquarelle. Ce qui est important à ce moment-là, c'est d'être complètement, on va dire, synchrone avec le fait d'un souvenir lié à une couleur ou pas. S'il n'y a plus, on va dire, le rêve dans sa formulation est littéraire, plus je vais aller vers du noir et blanc et du trait. Plus les visions auront une texture, une couleur, plus je vais chercher à aller vers des rendus picturaux.
là, vous avez, j'ai commencé ce travail en 2011, vous avez l'image d'accueil du blog. J'aime bien aussi cette image-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jean-Christophe Menu, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup travaillé sur le récit de rêve. Lui-même cherche aussi des formes pour se représenter. La mascotte revient également dans son travail. Et lui va beaucoup aussi travailler sur le contour. C'est-à-dire on retrouve cette question du jeu qui est habité par en fait un ensemble d'images et un ensemble de représentations. C'est pas forcément prémédité. Une image comme ça n'est pas forcément préméditée, mais voilà, la bulle, à un moment donné, va rentrer dans le visage. Je me suis demandé parfois si je devais continuer à me représenter comme femme, on va dire principalement avec la poitrine. Je ne sais pas si je vais le maintenir ou pas, ça n'a pas réellement de sens. C'est plus une codification à l'adresse de. Et puis, donc, comme je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est voilà, des correspondances qui peuvent être liées à des formes d'expression. Là, c'est la peur pour les deux. Ce travail a donné lieu à plusieurs expositions. Et donc là, c'est une exposition personnelle à Bordeaux. J'ai extrait en fait des différentes séquences des images. Donc je vous parlais de réagencement. Donc là, c'était un mural qui permettait, donc un accrochage qui permettait de jouer sur à la fois la séquence et les réagencements de différents éléments qui faisaient motif. Pour information, il y a une des planches de ce travail qui a été achetée, enfin non, même 3, pardon, par le musée de la bande dessinée à Angoulême, et dont une est exposée en ce moment à Drawina, donc dans une exposition qui voilà, fait le lien entre le dessin contemporain et la bande dessinée. Là, c'est un autre travail. Certains rêves, puisque je l'ai publié sur le blog, sur un blog, m'ont permis d'expérimenter, on va dire, des récits sous forme de séquences d'animation. Donc en fait, là, c'est le déploiement fixe d'un strip en fait, vertical qui est composé de différentes animations. Et ça a été fait dans le cadre d'une résidence dans un centre d'art, qui est un centre d'art un petit peu particulier dans le 12e, qui expose des artistes dans un ensemble HLM, à côté de à côté de Saint-Mandé, enfin la porte, je ne le retrouve plus, bref. Je pourrais vous retrouver si vous avez des questions. J'ai commencé, avant le blog, j'ai commencé ce travail sur le grève grâce à un voyage que j'ai fait dans le Grand Nord du Québec. Et voilà, donc là j'ai montré quelques images. Ça c'était les rêves que j'ai faits avant et pendant mon voyage. Ce qui m'intéressait là aussi, c'était d'avoir à la fois un récit qui parlait, on va dire, du factuel, de ce que je découvrais au cours de ce voyage, et puis ensuite ce qui se passait et comment je le remâchais, comment je le retravaillais, comment je le reimaginais dans mon sommeil. D'où un reportage dessiné dans la revue dessinée, qui là est plus voilà, le récit au moment de la veille, on va dire, le récit du voyage lui-même. Et ça a donné lieu aussi à plusieurs expositions, dont vous avez voilà, ici quelques images.
Pour conclure, mon activité la plus récente est autour de ce collectif, qui est un collectif qui regroupe en fait 4 personnes, dont je fais partie, 2 jeunes auteurs, dessinateurs de bande dessinée, un plasticien et moi-même, et qui va travailler sur les liens entre la bande dessinée et l'art contemporain. C'est un peu large, c'est plutôt la bande dessinée hors les murs. Et c'est ça qui m'a permis aussi de continuer, alors de réimaginer en fait les questions de langage de bande dessinée à travers des œuvres en volume et des figures répétitives. Là, vous avez une installation que l'on a fait donc, à 4 dans le cadre d'une exposition qui a eu lieu au FRAC Aquitaine. Je mets 2015, mais ce n'est pas du tout 2015, c'était en 2017, c'était l'année dernière. Une exposition qui s'appelle BD Factory et qui était en fait surtout aussi à nouveau un petit peu comme l'exposition à Drawing Now en ce moment, sur les liens entre des œuvres plastiques, des peintures, des installations, des dessins faits par des plasticiens qui ne sont pas auteurs de bande dessinée et des travaux d'auteurs de bande dessinée qui vont plutôt sur le terrain de l'art contemporain, du dessin contemporain et donc comme nous de l'installation. Ce travail est autour de l'univers de Lewis Carroll, qui nous a servi en fait de point de départ au développement de ces figures, de ces motifs que l'on dispose dans l'espace et qui sont en fait sur des formes de narration libres d'interprétation. Voilà, il y a eu une première présentation donc, au FRAC Aquitaine et ensuite à l'automne à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Ça m'a permis de commencer à expérimenter des choses en tissu et aussi en numérique. Et donc je vais conclure là-dessus. C'est une bande dessinée numérique qui est hybride entre en fait un jeu vidéo, enfin une lecture de type jeu vidéo, de type jeu et bande dessinée. Qui est actuellement visible, a été visible pendant l'exposition et existe sous la forme d'un prototype et que nous allons nous employer cette année à éditer sous la forme d'une application. Voilà. Non, ça va aller. Aucun problème. Donc, merci beaucoup pour ce discours si fascinant. J'ai énormément de questions, mais vous aussi, j'imagine. Est-ce que vous avez posé des questions? Avec, we can do either if you like. J'ai lu sur votre site web que Ouais. vous êtes traductrice aussi Oui. des bandes dessinées. Oui. Et j'ai un trait fort dans la traduction des bandes dessinées, du français vers l'anglais. Ouais. Mais est-ce que vous êtes traduit? Est-ce que vos œuvres êtes traduites dans les autres langues? Pouvez-vous parler un peu de l'expérience d'être traduit? Alors, oui, j'ai pas énormément de mes albums qui ont été traduits. En fait, il n'y en a qu'un qui a été traduit en 2 langues, qui est né quelque part, qui a été traduit en taïwanais, donc en chinois, mais il faut savoir que il y a différentes écritures quand même, et donc c'est plus le chinois traditionnel, on va dire les caractères traditionnels, non simplifiés. Et une traduction en espagnol. Alors, pour la traduction en espagnol, je pourrais dire que je ne sais absolument rien. Ça a été fait donc, par mon éditeur, et puis tout d'un coup, on m'a annoncé, bon ben voilà, c'est traduit, c'est super, hein, et tes droits ont été achetés, et puis voilà, merci bien. Pour Taïwan, c'était beaucoup plus compliqué, il y avait beaucoup plus d'enjeux, puisque en fait, c'est moi-même qui ai sollicité en fait un éditeur, qui suis allée à la rencontre d'un éditeur taïwanais,
qui a accepté de traduire cet album et ensuite qui m'a invité à en faire la promotion. Et effectivement, ça a donné lieu à pas mal de discussions, on va dire, et de malentendus culturels. Alors, c'est quelque chose qui est, dont j'ai pas une réponse définitive, hein, parce que je pense que ça a été bien traduit, ça a été traduit de façon très littéraire, hein, mais je pense aussi qu'il y avait on va dire, une motivation de l'éditeur hein, de chercher un petit peu à faire du bruit autour de cet album. C'est un petit peu particulier, le contexte, je ne me suis pas trop appesantie dessus, mais mon père est sinologue, et donc d'où le fait que mes parents, très jeunes, sont partis là-bas. Il a fait son terrain, on va dire, hein, en tant que jeune anthropologue à Taïwan. Et je ne le dis pas dans la bande dessinée, mais ce n'est pas un secret, je ne l'ai pas dit justement parce que ça allait être traduit là-bas. J'ai une demi-sœur hein, que mon père a eue avec, voilà, il a eu une aventure avec une femme là-bas et j'ai une demi-sœur là-bas. Et en fait, politiquement, mon père était, au moment où j'ai sorti cet album, était un petit peu, voilà, dans les petits papiers voilà, on va dire, de certaines personnes proches du pouvoir. Et donc, il y avait toute cette histoire en arrière-plan. C'est quelqu'un qui est très connu là-bas, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la sinologie. Et donc, on va dire que je pense que l'éditeur attendait en fait un petit peu de faire un coup. Parce que il faut bien voir que on est en 2004, ce type de bande dessinée, donc occidentale, n'avait pas non plus un retentissement énorme auprès du public. Ce sont des objets qui sont un petit peu difficiles à lire pour un public plus habitué, on va dire, à des lectures, une écriture plus dynamique du récit, comme on peut trouver dans les mangas, etc. Et donc, il y a toujours cette idée que nous, on fait plus des albums d'images, on va dire, avec des écritures assez elliptiques. Donc, voilà. Donc, lui, il se disait que peut-être il n'y aurait pas un public énorme, mais que, vu le sujet, on pouvait peut-être pousser un peu ce livre. Et puis je parle du fait que je suis née là-bas, à une époque où il y avait assez peu d'occidentaux, donc il y avait vraiment toute matière, plus toute l'histoire dont je viens de vous parler, qui était un peu en arrière-plan. Et donc, sur certains passages, je pense qu'ils ont un peu forcé le trait. Pas vraiment sans trahir le texte, mais ils ont un peu forcé le trait. Et donc pendant la tournée de promotion, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'on m'a... Enfin, moi, je redoutais qu'une chose, c'est que je me retrouve sur un plateau TV avec tout d'un coup ma demi-sœur que je ne connaissais pas et qui viennent voilà, me faire un grand show du style ah ben on vous a invité, puis on a une surprise, vous voyez. Donc voilà. Et donc finalement, comme moi j'ai été très prudente et que j'ai essayé de désamorcer en fait aussi à nouveau un peu tout ce que ça pouvait évoquer et suggérer auprès du public qui pouvait éventuellement m'attendre au tournant vu le discours que je portais. Bon, voilà, hein, aussi assez personnel et dont visiblement la traduction voilà, amener ce sentiment, on va dire, un peu souligné du fait que j'étais pas bien, etc., que j'étais critique vis-à-vis du pays. Eh bien, finalement, tout s'est aplani et puis l'album a eu une histoire que je trouve moi-même assez belle, hein, puisque finalement, il est connu. Mais ce n'est pas non plus un succès voilà, de milliers d'exemplaires vendus. Mais en fait,
vu d'ailleurs ce que j'aurais pu toucher en termes de droits d'auteur, je pense que je m'en porte pas plus mal. Voilà. Ouais. Par rapport à ta pratique, la partie des rêves, tu fais des liens entre les différents rêves. Et ça m'a fait penser aussi quand tu as évoqué un ouvrage de André Breton à l'écriture automatique. Et si tu pratiques par exemple le dessin automatique ou la mise en image automatique un peu par rapport à un rêve que tu as vu ou j'avais déjà attrapé un peu. C'est une question qui est très difficile parce que cette notion de genre, elle implique évidemment beaucoup de choses et elle implique aussi effectivement la performance de genre. Les assignations de rôle, c'est ça, c'est quelque chose qu'on performe. Et on performe le dessin. Beaucoup d'artistes, enfin ça on le sait, pas que André Breton, à travers l'écriture automatique, etc., ont cherché à désapprendre des choses qu'ils ont appris. Et moi je le vois bien, enfin même si je le souhaite, j'ai pas envie non plus de le forcer, mais j'ai une pratique. J'ai un savoir-faire et ce savoir-faire, il me sert comme il me dessert. Et donc l'écriture automatique, pour vraiment répondre à ta question, donc vraiment qu'est-ce que c'est que l'écriture automatique, c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis complètement tranquille. Je dirais que l'expérience chamanique et l'expérience de la transe et le fait simplement déjà d'essayer d'attraper ces images oniriques et de voir comment on peut travailler avec suffisent pour cet exercice de déconstruction. J'ai peur que l'automatisme ne dise rien d'autre que l'automatisme que j'ai déjà en moi, ne fasse que quelque chose de redondant par rapport à mon savoir-faire. Si je suis claire. Mais... Oui. J'ai récemment écrit une dissertation qui a exploré la notion d'auto-bio-BD comme une processus cathartique ou processus thérapeutique de guérison ou du traitement de l'expérience traumatique. C'était basé sur les théories des psychanalystes Jacques Lacan et Melanie Klein. Et j'ai émis l'hypothèse que l'artiste, le texte et le lecteur jouent les rôles de client, de thérapeute et de thérapeute. Donc, dans votre expérience de l'écriture autobiographique, dans quelle mesure a-t-elle été un processus cathartique pour vous? Là, je dirais que, comment dire, le travail créateur est un travail qui peut potentiellement être cathartique et c'est difficile d'anticiper, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à quel moment, c'est un peu le propre de la catharsis, c'est-à-dire à quel moment les choses se font jour et à quel moment finalement les émotions montent et qu'elles s'extériorisent à travers un processus de création. Pour moi, la création, ça a été plutôt quelque chose qui m'a ancré dans le présent. Finalement, on le voit, on a d'abord un personnage qui s'appelle Elle, et puis qui passe par différents noms, qui sont donc des noms, Nana, c'était mon surnom quand j'étais petite, après Nadja, c'était donc le roman de Breton, auquel ma mère se référait quand je suis née, puis ensuite Nina, c'était un pseudo, pour cette bande dessinée érotique qui a donc été aussi le nom de mon personnage, etc. Et pour arriver au jeu. Donc finalement, au sujet. Et donc je dirais que pour moi, ça a été plutôt un travail qui m'a permis de construire plutôt que de vivre les émotions. C'était plutôt, les émotions étaient à fleur et parfois me dépassaient complètement, me submergeaient. J'étais plutôt dans une non-existence et finalement le fait de mentaliser, de construire le discours, ça a permis plutôt d'ancrer et de me redéfinir et d'exister finalement aussi. Voilà. Oui. J'ai une question par rapport à ce que tu as dit à propos de une par une.
Ouais. Cette idée que la façon de représenter la femme ne correspondait pas à l'image de la femme attendue ou traditionnelle, j'ai lu des bandes dessinées. Les femmes ressemblent aux femmes. Est-ce que tu peux dire un peu plus sur cette idée C'est toujours un peu compliqué quand on cite, on va dire, ou on énonce un peu comment dire, les propos, enfin on cite les propos d'autres personnes sur notre travail. Moi je ne sais pas trop pourquoi est-ce qu'on me l'a dit, mais je dirais que j'ai pas cherché en fait surtout dans une par une, ni même évidemment dans l'autoreprésentation, à faire des personnages féminins qui soient jolis, entre guillemets, c'est-à-dire qui aient une grâce ou qui aient... c'est très subjectif, ils peuvent tout à fait... Enfin, c'est comme une personne, pourquoi est-ce qu'on la trouve jolie, pourquoi est-ce qu'on la trouve pas jolie, mais c'est vrai que là, je l'ai souligné un petit peu pour dire que ça a à voir aussi avec la formation du personnage en dessin. À un moment donné, on cherche à le styliser, puisque dans la bande dessinée, on va être amené à répéter, on va dire, cette image, à la faire vivre, à la faire, éventuellement à la faire tourner, à la faire bouger. Et donc, plus, on va dire, on la connaît bien dans ses proportions, dans ses équilibres, plus ce travail va pouvoir porter, on va dire, l'histoire qu'il incarne. Et donc, ça a donné lieu à une esthétique et donc aussi à des personnages féminins qui sont très emblématiques, on va dire, dans la bande dessinée. Et c'est, je pense, en effet de comparaison. Mais aujourd'hui, et j'avais oublié de le mentionner ce matin, et donc je vais le mentionner maintenant, j'ai participé notamment en illustrant 2 épisodes du Secret des cailloux qui brillent, qui est une bande dessinée en ligne initiée par Thomas Mathieu, plutôt voilà, les auteurs sont plutôt des gens beaucoup plus jeunes que moi. J'ai eu la chance de pouvoir y participer, c'était super. Et eux sont vraiment sur la déconstruction de ces codes de représentation. Les personnages sont grands, petits, il y a des femmes très fortes, des gros, des moyens, des hybrides, et ils sont complètement dans, on va dire, une culture qui est une culture plus queer et qui va mettre en scène des personnages qui sortent un petit peu des normes de représentation. Et donc, voilà, donc ça, ce sont des choses qui évoluent d'ailleurs très vite et qui sont portées par les jeunes auteurs de maintenant. Mais au moment où moi j'ai fait une par une, je vous rappelle, c'était il y a plus de 10 ans, déjà la bande dessinée autobiographique, la bande dessinée érotique, pardon, était un petit peu passée de mode. C'était avant donc la collection BDQ des requins marteaux qui a remis un petit peu voilà, ce genre-là au goût du jour. Et donc on attendait, il y avait un attendu aussi un petit peu d'une certaine représentation des rapports voilà, sexuels, des rapports érotiques, de la pornographie. Et notamment d'un certain nombre de femmes assez emblématiques de ça. Alors bon, évidemment, il y a plein de contre-exemples. Crépac, c'est un contre-exemple, et puis on peut en trouver plein. Mais on peut trouver aussi plein d'exemples, comme les bandes dessinées de Manara, qui clairement disent ce que c'est qu'une jolie femme dans une bande dessinée érotique. Donc là, bah, moi, j'ai un dessin, on va dire, enfin j'en ai parlé, j'espère suffisamment, qui est beaucoup plus imprécis, qui est beaucoup plus sur l'émotion. J'ai beaucoup de mal, en fait, avec l'idée d'essayer de sculpter, on va dire, un personnage qui soit tout le temps reconnaissable. Bon, je l'ai fait, et puis quand on fait un roman graphique d'une centaine de planches,
à terme, on finit par faire voilà, un personnage qui est bien reconnaissable et voilà, qui porte le récit de bout en bout. Mais au final, notamment pour ces histoires courtes, je m'en suis moins souciée. Donc voilà, c'était un peu dans ce sens-là. Mais libre à vous de les trouver tous magnifiques, j'espère. C'était pas un critère objectif. Voilà. Vous avez une question? Je peux poser une deuxième question? Bah oui, vas-y. Donc, vous êtes de ce prix Artemisia pour Ouais. donc l'association qui soutient la bande dessinée féminine. Voilà, ça c'est l'album, donc je ne sais pas si je peux peut-être le faire circuler si vous avez envie. Ouais. Quelques artistes femmes avec qui j'ai parlé ont exprimé quelques réserves sur cette notion de bande dessinée féminine, Ouais. parce que ça peut devenir parfois un prétexte pour minorer la portée de certaines œuvres écrites par des femmes. On voit la même chose avec l'écriture féminine, c'est pas que la bande dessinée. À votre question un peu compliquée, à ton avis, est-il possible de trouver un équilibre entre les deux notions? Donc, souligner le genre d'une artiste en tant que femme, étant donné que la production artistique des femmes est plus souvent ignorée que la production des hommes, et éviter de minorer la création artistique des femmes. Eh bien, en fait, franchement, je ne pense pas qu'on puisse trancher. C'est évident que Chantal Montelier, qui est celle qui porte le plus ce prix, est plutôt une féministe essentialiste, c'est-à-dire qu'elle estime qu'il y a une vraie singularité de la féminité qui doit être défendue. Moi, je ne suis pas vraiment sur cette ligne-là. J'ai pensé à un moment donné que c'était important, effectivement, que des personnages féminins s'incarnent dans les récits, et notamment sous la plume d'autres femmes. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a ouvert, on va dire, qui a décloisonné un peu les modes de représentation, notamment des femmes, mais pas que. Voilà, qui peuvent aussi être des questions aussi de représentation d'autres formes de sexualité que l'hétérosexualité, par exemple, et qui sont importantes parce qu'elles vont toucher des lecteurs qui vont tout d'un coup se reconnaître et pouvoir se projeter à travers ces récits. Qui sont moins normés que d'autres, tout simplement parce qu'ils sont plus rares. Mais sinon, c'est vrai que c'est ambigu. Alors, je dirais que le prix Artemisia, il est un prix tout à fait intéressant parce que je suis pour, jusqu'à ce qu'on me prouve que ce ne soit plus nécessaire, je suis pour une discrimination positive, y compris dans le fait de reconnaître, on va dire, de donner de la visibilité à travers différents moyens à des créations faites par des femmes, en l'occurrence. Mais en revanche, c'est vrai que le discours porté par Chantal Montelier, qui est un discours de féminisme essentialiste, est moins ma tasse de thé, et en fait c'est comme ça que je pense que c'est aussi reçu. Et ensuite, évidemment, on le voit aussi dans le collectif des créatrices de bande dessinée contre le sexisme, toutes les femmes ne sont pas forcément féministes, hein. Et donc quand bien même on veut souvent... Là, le collectif s'est créé sur des questions qui semblaient vraiment importantes pour un très grand nombre de femmes et donc d'autrices qui ont signé la charte. Derrière, même sur la question d'envisager les différentes manières d'envisager le féminisme et d'envisager le combat, et aussi déjà à commencer par le fait d'avoir un collectif non mixte, et discuter sans arrêt.
Et on a évidemment entre nous aussi des discussions sur l'idée de savoir si il faut pousser certaines œuvres, si ça vaut le coup, si ça nous sert ou ça nous dessert. Et évidemment aussi cette question qui est liée à l'idée que les choses pourraient socialement évoluer par elles-mêmes. Et donc là aussi, selon d'ailleurs on va dire, la maturité politique des unes et des autres, les réponses ne vont pas être les mêmes. Je dirais que plus on a de la maturité en matière d'engagement militant, plus on se rend compte, c'est mon point de vue, qu'il faut être proactif. Sinon, les choses ne bougent pas. Ben voilà, ça c'est mon point de vue. Peut-être s'il y a d'autres questions, on pourrait continuer cette discussion avec Gravet. Ouais. Voilà. Donc il nous reste plus qu'à remercier énormément Joël Schipper d'être venu, le discours et ses réponses à nos questions. Merci beaucoup.